Sur l'équateur d'Afrique existe une étrange planète. Un monde de lianes et d'arbres géants, de pluies diluviennes et d'animaux par milliers, un lieu qui fascine et qui dérange. Mais cet univers en cache un autre, plus riche, plus merveilleux encore, méconnu car trop petit pour nos yeux. Ici, tout est science-fiction. Pour se reproduire, tous les moyens sont bons. Et l'on vit autant pour manger que pour éviter de l'être. Des armées gigantesques sèment la terreur sur leur passage. Pour se défendre, on construit des châteaux de terre ou de bois. On se tricote des gilets de soie et de brindilles. On fait même usage de la drogue. Pourtant, ici et là, certaines espèces se lient d'amitié et se rendent mutuellement de grands services. Dans la jungle d'Afrique, les petites bêtes sont d'une autre planète. Elles possèdent en elles les mystères d'une création antérieure à la nôtre. Dans la jungle du Gabon, les princes et les princesses ne sont pas les vedettes de la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Le premier est un arbre très modeste en taille, du nom de Barteria. La deuxième est la fourmi amie de l'arbre, que l'on appelle Tetraponera. L'arbre vit mal sans sa fourmi. La fourmi, quant à elle, est incapable de vivre sans l'arbre. Il faut dire que le Barteria est une création exceptionnelle. Ses branches, naturellement creuses, offrent à la colonie un confort sans égal. L'ensemble des branches forme la totalité du nid de Tetraponera. Mais le petit Barteria ne se contente pas d'offrir le gîte. Il propose à ses fourmis amies une table garnie en permanence. Le bord de ses jeunes feuilles est parsemé de glandes à nectar que les fourmis Tetraponera récoltent à longueur de journée. D'autres glandes, plus volumineuses, sont réparties le long des jeunes branches. Elles produisent en permanence un sirop sucré. La réciprocité est la règle d'or d'un amour équilibré. En échange du gîte et du couvert, les fourmis offrent à l'arbre une protection de grande valeur contre ses ennemis jurés, les mangeurs de feuilles. Dès qu'un animal le touche de près ou de loin, les fourmis amies sortent de leur trou et l'attaquent systématiquement. Une menthe religieuse n'aura que le loisir de croquer une ou deux fourmis avant de périr. Les Tetraponera possèdent à l'extrémité de leur abdomen un redoutable dard venimeux. Ces fourmis-là, principalement végétariennes et grandes buveuses de nectar, se contentent le plus souvent de rejeter les envahisseurs par-dessus bord. Il est très rare, comme c'est le cas ici, de les voir ingérer tout ou partie de leur victime. Le Barteria ne mesure jamais 30 ou 40 mètres de haut comme les grands arbres de la forêt. Il dépasse rarement une dizaine de mètres. Comme ses feuilles ont un besoin impérieux de goûter régulièrement aux rayons du soleil, ses graines ne poussent que dans les clairières. Ainsi, le Barteria doit attendre qu'un grand arbre meure de vieillesse ou de maladie et lui ouvre dans la forêt un tunnel de lumière. Au fil du temps,
une végétation particulièrement dense s'installe sur le sol de la clairière. Les Barteria ont souvent du mal à émerger de ce fouillis, composé d'herbes rasoirs, de lianes ou de fougères. En certains endroits, la compétition est tellement forte que le petit arbre ne parvient pas à grandir. Le secret de la réussite d'un Barteria est d'abriter une belle colonie de fourmis amies qui, à longueur de journée, effectuent un travail acharné de nettoyage général. Du plus petit lichen jusqu'à la liane qui s'entortille, tout doit disparaître. La technique de base consiste à découper à coups de mandibule, puis à tirer et à relâcher jusqu'à ce que le végétal étranger accepte de quitter les lieux. Mais quand une fourmi tire dans un sens, on peut être certain qu'une autre le fait dans le sens contraire. Malgré les incohérences apparentes, le plus étonnant avec ces animaux, c'est qu'ils arrivent toujours au résultat escompté. Les fourmis Tetraponera s'occupent également des lichens et autres micro-organismes qui se développent sur les feuilles et les branches. Les Gabonais connaissent bien le Barteria et l'évitent soigneusement. Certains l'appellent encore l'arbre de l'adultère, en souvenir d'une ancienne tradition qui voulait que les femmes volages expient leurs fautes attachées à ce petit arbre douloureux. Les fourmis Tetraponera détestent les intrus, et les humains n'échappent pas à la règle. À la moindre odeur nouvelle, la garde extérieure se renforce d'un régiment. Et si l'intrus a le toupet d'établir le contact, tout le monde est sur le pont, prêt à mordre et à piquer. Une expédition punitive est lancée au rez-de-chaussée. Les piqûres de Tetraponera sont aussi douloureuses que celles des guêpes, mais la douleur disparaît plus rapidement. Pourtant, les amis de l'arbre de l'adultère ne sont pas les fourmis les plus redoutées vivant dans les clairières. Longues de 5 mm seulement, les minuscules fourmis Tetramorium sont nettement plus désagréables à rencontrer. D'une part, elles cachent leur nid derrière n'importe quelle feuille de grande taille. Et d'autre part, leur venin est 10 fois plus douloureux que celui des fourmis du Barteria. Autre fourmi fréquente dans les zones ouvertes, les fourmis tisserandes. Elles fabriquent leur nid en cousant plusieurs feuilles entre elles avec des fils de soie. Au moindre dérangement, elles sortent du nid et tapent leur thorax contre les feuilles. Elles sont très agressives, mais ne possèdent pas de dard.
Une colonie habite dans une dizaine de poches de feuilles voisines les unes des autres. Les fourmis tisserandes sont principalement chasseuses et de nombreuses proies sont quotidiennement rapportées au nid. Mais comme les Tetraponera, elles raffolent des divers liquides sucrés que certains arbres leur délivrent ici et là. L'Alcornea possède des glandes à la base de ses feuilles. Il profite ainsi de la présence des fourmis qui sauront se charger des mangeurs de feuilles de passage. Pourtant, en certains endroits, l'Alcornea possède d'énormes trous. Un mangeur de feuilles parvient donc à échapper aux terribles mandibules des fourmis tisserandes. Quel est son secret? Une cuirasse à toute épreuve? De toute évidence, la petite chenille qui ose affronter les tisserandes ne possède aucune protection mécanique. Non seulement les fourmis ne l'attaquent pas, mais elles se succèdent autour d'elle pour lui flatter gentiment l'arrière-train. Le secret de leur fascination réside dans un petit tuyau rétractile que la chenille possède à l'arrière de son corps. Au moindre tapotement d'antenne, une goutte apparaît. Personne ne sait ce que contient le nectar du tuyau, mais les fourmis qui y goûtent perdent immédiatement tout sens de l'honneur. La chenille n'est plus une proie, mais une source obsédante de délectation. Dans l'une des branches du Barteria, la reine continue inlassablement son travail de ponte. Certaines ouvrières la toilettent. La majorité d'entre elles travaillent à la gestion des œufs, qui sont répartis dans les diverses branches de l'arbre. Les œufs se transforment en larves, qui grossissent par mues successives, et possèdent parfois de drôles d'appendices. Les ouvrières s'en occupent régulièrement, autant pour les toiletter que pour les nourrir. Pour quémander de la nourriture, elles n'ont qu'à remuer la tête. Rapidement, une ouvrière intervient et lui régurgite de la nourriture liquide de bouche à bouche. Après quelques semaines, les larves se transforment en nymphes. Elles possèdent déjà la morphologie de base des fourmis adultes et ne se nourrissent plus. Leurs organes internes et externes se créent au fil des jours. Le corps commence à se pigmenter quelques jours avant la dernière mue, celle qui les transformera en ouvrières adultes. Ici et là, les nymphes des futurs mâles et femelles sont nettement plus grosses que celles des ouvrières. Elles portent sur leur thorax les ébauches des ailes qui leur permettront de quitter leur arbre de naissance pour aller fonder dans un autre Barteria, leur propre colonie. Mais l'organisation interne des Tetraponera ne s'arrête pas là, car la maternité pour fourmis est aussi une étape.